Manifestations, des coups bas politiques et le chaos le plus total. Ce ne sont là que quelques-unes des plus grandes histoires de la Chine de 2022. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Eh bien, ça fait une année de plus, et toujours pas d'apocalypse. Pour beaucoup, c'est une victoire. Pour moi qui ai misé beaucoup d'argent sur le fait que 2012 serait la fin du monde, c'est toujours un peu douloureux. Il s'avère que vivre chaque jour comme si c'était le dernier n'est pas un bon conseil financier. Mais 2022 a aussi été une grande année en Chine. Beaucoup de choses se sont passées, des choses qui pourraient changer la Chine et le monde pour toujours. Alors, pour conclure 2022, jetons un coup d'œil aux 10 plus grandes histoires de l'année en Chine. Numéro 10. Des postes de police chinois partout. La police chinoise a une si belle réputation de soins et de compassion. C'est pourquoi les pays du monde entier ont été ravis d'apprendre que la Chine avait secrètement créé des postes de police chinois dans d'autres pays. Plus de 100 dans 53 pays, dont les États-Unis. C'était aussi excitant que de découvrir que vous avez le scorbut. Hourra, ça va me faire gagner beaucoup de temps pour me brosser les dents. Pourquoi la Chine envoyait-elle des policiers dans d'autres pays? Après qu'il a été révélé que la Chine faisait cela en secret, l'explication officielle était qu'ils étaient là pour attraper les escrocs et aider les Chinois de l'étranger à traiter les documents légaux. Mais selon l'ONG de défense des droits de l'homme Safeguard Defender, ces postes de police s'inscrivaient dans le cadre d'une campagne visant à inciter les citoyens chinois à rentrer en Chine, soi-disant pour faire face à la justice pour les crimes qu'ils avaient commis en Chine ou à l'étranger. En gros, c'est comme dans Taken, mais si Liam Neeson était le méchant. En d'autres termes, ils ne font que harceler les Chinois de l'étranger qui s'attirent les foudres du parti. Et disons simplement que cette année, beaucoup de Chinois de l'étranger ont eu maille à partir avec le parti. Nous y reviendrons plus tard dans le compte à rebours. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet ou sur l'une des autres histoires dont je parle aujourd'hui, vous trouverez des liens vers les épisodes complets dans la description ci-dessous. Numéro 9. L'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a eu un impact important sur la Chine. Mais laissez-moi vous donner un petit aperçu de la situation avant l'invasion, pour que vous puissiez voir le rôle de la Chine dans cette affaire. Des mois avant l'invasion, le gouvernement américain a averti que cela allait se produire et a essayé de convaincre les responsables chinois, pensant qu'ils pourraient aider à l'arrêter. Les officiels chinois ont totalement rejeté ce que les USA disaient. Je sais, qui aurait pu voir cela arriver? Les responsables chinois ont ensuite fait volte-face et ont transmis à la Russie toutes les informations que les États-Unis leur avaient données, et ont dit à Moscou que la Chine n'essaierait pas d'entraver les plans et les actions de la Russie. Quelques semaines avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Xi Jinping a rencontré Vladimir Poutine avant les Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Après cette rencontre, la Chine et la Russie ont publié une déclaration commune affirmant que l'amitié Chine-Russie n'a pas de limite, et qu'il n'existe aucun domaine de coopération interdit. Des informations ont été publiées selon lesquelles la Chine a demandé à la Russie de retarder l'invasion jusqu'à la fin des Jeux olympiques de Pékin. Et pourtant, quelques jours avant l'invasion, la Chine continuait à dire que les États-Unis exagéraient la menace russe contre l'Ukraine. Pour ceux d'entre vous qui pensent que la Chine utilise principalement le charbon pour tout alimenter, cela prouve qu'elle est également experte dans l'utilisation de l'éclairage au gaz. Quelle que soit l'issue de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le Parti communiste chinois veut être le vainqueur. Et ils le font en transformant la Russie en Corée du Nord. Vous voyez, pendant des années, la Chine était considérée comme le seul intermédiaire entre la Corée du Nord et le reste du monde. Ils veulent la même chose avec la Russie. Comme le dit le Washington Post, la Chine aurait plus d'influence sur la Russie que n'importe quel autre pays, en raison des liens sécuritaires et économiques croissants entre les deux nations. La Chine dit qu'elle est prête à jouer un rôle dans un cessez-le-feu en Ukraine. Mais l'invasion de l'Ukraine par la Russie a également amené beaucoup de gens à faire des comparaisons avec les menaces d'invasion de Taïwan par la Chine. Ce qui n'est pas du goût du PCC. Plus d'informations à ce sujet après la pause. Bon retour. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a amené beaucoup de gens à prendre plus au sérieux la menace chinoise d'envahir Taïwan. Ce qui m'amène à la prochaine grande histoire chinoise de l'année. Le numéro 8. Nancy Pelosi visite Taïwan. En août, Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants, s'est rendue à Taïwan. Au cours de son voyage, elle a rencontré la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen. Et Pelosi avait un message principal: les États-Unis soutiennent Taïwan.
Aujourd'hui, le monde est confronté à un choix entre la démocratie et l'autocratie. La détermination de l'Amérique à préserver la démocratie ici à Taïwan, et dans le monde entier, reste inébranlable. Et maintenant plus que jamais, la solidarité de l'Amérique avec Taïwan est cruciale, et c'est le message que nous apportons ici aujourd'hui. Cela fait partie d'une vague internationale croissante de soutien à Taïwan. Taïwan est une démocratie florissante et aussi un acteur économique assez important. La plupart des semi-conducteurs du monde y sont fabriqués. Pendant des décennies, le Parti communiste chinois a menacé d'envahir le pays. Et l'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait penser à beaucoup de gens que nous devrions peut-être soutenir Taïwan maintenant, au lieu d'attendre une invasion chinoise et d'accrocher ensuite des drapeaux taïwanais sur nos porches. Principalement parce qu'il y a de fortes chances que ces drapeaux taïwanais soient fabriqués en Chine, donc vous ne feriez que les aider. Numéro 7. La politique chinoise de Biden. Après 1 an et demi, Biden a enfin dévoilé sa politique chinoise. Et c'était assez déroutant. La politique a été dévoilée en mai par le secrétaire d'État Antony Blinken. Et il y avait des points forts. Blinken a dénoncé les violations des droits de l'homme en Chine et a même déclaré que le PCC commettait un génocide. Les États-Unis se tiennent aux côtés des pays et des peuples du monde entier contre le génocide et les crimes contre l'humanité qui se produisent dans la région du Xinjiang, où plus d'1 million de personnes ont été placées dans des camps de détention en raison de leur identité ethnique et religieuse. Que vont donc faire les États-Unis à ce sujet? Nous allons continuer à soulever ces questions et à appeler au changement, non pas pour nous opposer à la Chine, mais pour défendre la paix, la sécurité et la dignité humaine. Ok, appeler au changement, ça aidera. Ce serait comme si un policier était témoin d'une série de meurtres et disait « Hé, si vous ne laissez pas tomber, je vais vous le demander encore moins poliment la prochaine fois. » Le PCC est un régime qui utilise le viol comme une forme de torture. Je ne pense pas que leur dire que c'est mal va vraiment marcher. Mais la politique chinoise de l'administration Biden est très claire, elle ne veut pas de conflit avec la Chine. Il n'y a aucune raison pour que nos grandes nations ne puissent pas coexister pacifiquement, partager et contribuer ensemble au progrès humain. Oh, je pense qu'il y a une raison, et cette raison est le Parti communiste chinois. Ce n'est pas une bonne tactique de négociation que de faire savoir à quelqu'un qu'il n'y a pas de conséquences à continuer à faire ce qu'il fait. C'est comme si un parent disait à son enfant, « Si tu n'arrêtes pas de mettre des mille pattes dans les cheveux de ta sœur, je vais quand même t'acheter des glaces. » Mais même si le discours de Blinken s'est révélé un peu optimiste à propos du Parti communiste chinois, l'administration Biden a également fait des choses historiquement difficiles pour contrer la Chine cette année. Comme étouffer l'accès de la Chine à la technologie critique des semi-conducteurs. C'est énorme. Donc, je ne dis pas que la politique chinoise de Biden a été entièrement mauvaise. Mais ce qui m'inquiète, c'est ceci. Il y aura toujours des responsables américains et des hommes d'affaires influents qui essaieront de pousser le gouvernement américain à apaiser le Parti communiste chinois. Ils ne l'appelleront pas ainsi. Ils appelleront cela « travailler ensemble » avec la Chine ou s'engager avec la Chine. Parce que les États-Unis peuvent sûrement faire entendre raison au Parti communiste chinois s'ils leur cèdent un peu plus. Pensez à tout l'argent que les entreprises américaines peuvent gagner en Chine. Oui, cela a horriblement fonctionné au cours des 20 dernières années et plus. Mais, les gens vont encore pousser pour cela. Ignorons simplement que la Chine considère l'Amérique comme son ennemi numéro 1. Cela n'a peut-être pas d'importance, car de grands changements se produisent à l'intérieur de la Chine, peu importe combien Wall Street veut investir dans un régime génocidaire. Cela nous amène à numéro 6, la protestation contre les prêts hypothécaires. Cela a été une grande année pour les protestations en Chine. Au cours de l'été, les propriétaires ont commencé à boycotter leurs versements hypothécaires. Vous voyez, l'immobilier est l'un des seuls investissements que vous pouvez faire en Chine. Ce qui est dommage, car si vous pouviez investir dans les chances que le Parti communiste mente et commette des atrocités, vous gagneriez assez d'argent pour compenser la perte de ce pari sur le fait que 2012 serait la fin du monde. Mais vous ne pouvez pas. Le secteur immobilier est donc important. Si important qu'il représente 30% du PIB de la Chine. Pendant le boom immobilier, les gens ont acheté des maisons alors qu'elles étaient encore en construction, principalement des appartements dans de grands complexes comme celui-ci. 90% de toutes les maisons en Chine sont prévendues. 90%. Le problème, c'est que les grands promoteurs immobiliers, comme Evergrande, ont manqué d'argent et n'ont jamais terminé la construction. C'est comme si vous payiez un hamburger et qu'ils ne pouvaient pas vous le livrer, parce que la vache est toujours en liberté quelque part. Mais les gens qui ont acheté ces maisons inachevées devaient quand même payer leur hypothèque. C'est vrai, ils payaient pour des maisons qui n'existaient pas. Jusqu'à ce qu'ils commencent à organiser des manifestations et à boycotter leurs versements hypothécaires.
Le PCC essaie de résoudre cette crise de la dette avec encore plus de dettes. C'est un peu comme combattre le feu par le feu, mais dans une station-service. La Banque centrale de Chine mobilise 148 milliards de dollars pour renflouer ses projets immobiliers. Et cela met une pression majeure sur une économie déjà tendue. Et après la pause, le top 5 des plus grandes histoires de l'année. Bienvenue à nouveau. Continuons avec les plus grandes histoires de Chine de l'année. Numéro 5. La mort de Jiang Zemin. La mort de Jiang Zemin a été longue à venir. L'homme avait 96 ans, ce qui prouve que seuls les bons meurent jeunes. Il est mort d'une leucémie et de la défaillance de plusieurs organes. Ironique pour l'homme qui a mis en place le système chinois de prélèvement forcé d'organes sur les prisonniers de conscience. Jiang Zemin est devenu le chef du Parti communiste chinois après le massacre de la place Tiananmen, ce qui était vraiment l'ouverture parfaite pour un homme qui allait commettre de nombreux crimes contre l'humanité. Bien que de nombreux médias occidentaux se souviennent de lui comme d'un réformateur. Pourquoi ? Parce qu'il a autorisé les investissements étrangers en Chine. Ainsi, après être arrivé au pouvoir pour avoir soutenu un massacre que le monde entier a vu, puis avoir mis en œuvre encore plus de pratiques génocidaires, Jiang Zemin a pensé « Il est maintenant temps d'inviter les Occidentaux à nous rejoindre ». C'est l'un des mouvements commerciaux les plus fous que j'ai jamais vus. Plus fou encore, ça a marché. Vite, triplez votre investissement dans un régime génocidaire. Mais Jiang Zemin était également à la tête d'une faction politique qui était en guerre avec l'actuel dirigeant chinois Xi Jinping. Et ce n'est pas seulement un sujet que nous avons couvert dans un ou deux épisodes. Nous avons une liste de lecture entière consacrée à cette lutte pour le pouvoir, que j'ai appelée le feuilleton communiste préféré du peuple, Hostilité générale. Et comme il s'agit d'un feuilleton géant, je ne serais pas surpris d'apprendre que Jiang a simulé sa propre mort, ou qu'il s'agit en fait de son frère jumeau. Vous le découvrirez dans les prochains épisodes de l'Hostilité générale. N'oubliez pas que les liens vers tous ces épisodes sont dans la description ci-dessous. Numéro 4. Président à vie. Cette année, le chef du Parti communiste, Xi Jinping, s'est déclaré dirigeant à vie. Pas tout à fait un président, pas tout à fait un dictateur, ce que j'appelle un présidictateur. En octobre, les hauts dirigeants du parti se sont réunis, comme tous les 5 ans. C'était le 20e congrès national du parti. Et Xi Jinping a obtenu un nouveau mandat de 5 ans au pouvoir. Bien que le parti fasse croire qu'il s'agit d'un vote, la réalité est que le résultat du congrès du parti est déterminé par des années de lutte pour le pouvoir. Et même si certains disent que c'est une rupture de normes, Xi Jinping ne fait que suivre une fière tradition du Parti communiste. Mao Zedong était le leader à vie. Après sa mort, son successeur Deng Xiaoping a gouverné jusqu'à la fin de sa vie. Jiang Zemin a pris le pouvoir après le massacre de la place Tiananmen en 1989. Et même s'il s'est officiellement retiré en 2002, il a continué à exercer un énorme pouvoir en coulisses pendant des années, y compris garder le contrôle sur l'armée. Hu Jintao a été la seule personne à être limitée à 2 mandats de 5 ans, en grande partie parce que Jiang Zemin était vraiment aux commandes. Jusqu'à ce que Xi Jinping arrive au pouvoir en 2012 et commence sa guerre contre Jiang. Mais ce n'est pas parce qu'il est présidictateur à vie que tout va se passer en douceur. Parce que l'ascension de Xi a été éclipsée par d'autres événements majeurs. Comme numéro 3, Hu Jintao a été purgé. Je suis sûr que Xi Jinping aurait préféré que son ascension soit le sujet principal du 20e congrès du parti, mais ce qui a réellement retenu l'attention de tous, c'est que l'ancien dirigeant Hu Jintao a été expulsé sans ménagement de la salle. C'est un peu comme si des jeunes mariés criaient après leurs oncles ivres pour avoir gâché leur moment spécial. Le monde est devenu presque dingue à cause de cette vidéo. Beaucoup l'ont vu comme une purge stalinienne. Et Xi Jinping a certainement purgé ses opposants politiques au fil des ans. Mais généralement de manière beaucoup plus discrète, et derrière des portes fermées. C'est pourquoi je pense que quelque chose d'autre se passe ici. Les détails sont trop nombreux pour être abordés ici, je vous recommande donc de regarder l'épisode complet que nous avons réalisé. Encore une fois, je vais mettre un lien dans la description ci-dessous. Numéro 2. Shanghai verrouillé. La Chine a appliqué une politique stricte de zéro Covid pendant la majeure partie de la pandémie. Et en avril dernier, Shanghai, l'une des villes les plus grandes et les plus prospères de Chine, est entrée en confinement total dans le cadre de zéro Covid. Auparavant, le parti avait promis que Shanghai n'entrerait pas en confinement total. Mais, ensuite ils ont verrouillé Shanghai pendant 2 mois. Je commence à penser que le gouvernement qui a dit à tout le monde de ne pas s'inquiéter, et que la Russie n'envahirait certainement pas l'Ukraine, n'est pas le plus digne de confiance.
Je me sers de ce qui s'est passé à Shanghai comme d'une sorte de point culminant de toute l'horreur de la politique chinoise zéro Covid. Il y a eu des dissimulations de cas et de décès, des pénuries de nourriture, et les gens ont été emmenés dans des camps de quarantaine. C'est ce qui s'est passé dans des dizaines de villes chinoises ces dernières années. Et le zéro Covid a créé des ravages économiques, car de larges pans de l'économie chinoise ont été fermés. Il s'avère que tous ces investisseurs qui tentent de tripler leurs profits, en faisant affaire avec un régime génocidaire, n'ont peut-être pas si bien réfléchi. Certains ont dit que cela pourrait avoir un plus grand impact sur l'économie mondiale que l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et tous ces confinements ont créé une agitation énorme. Ce qui nous amène à la plus grosse histoire de Chine de l'année. Numéro 1. Les manifestations contre le confinement. En novembre, un incendie d'appartement a tué au moins 10 personnes dans le Xinjiang, mais probablement beaucoup plus. Le nombre de morts était si élevé, du moins en partie parce que les règles de zéro Covid empêchaient les pompiers de pouvoir réagir à temps. Les gens en Chine ont vu ce qui s'est passé au Xinjiang et savaient que cela pouvait aussi leur arriver. Et des protestations massives ont éclaté dans toute la Chine. Les années de zéro Covid avaient été une cocotte minute et elle a finalement éclaté. Ce sont les plus grandes manifestations en Chine depuis 1989. Aujourd'hui, les manifestations se produisent assez fréquemment en Chine. Il s'avère que vivre sous un régime autoritaire et génocidaire donne aux gens quelques raisons de pinailler. Mais ces protestations étaient sans précédent, en raison de ce que les manifestants demandaient. Ici, vous pouvez voir des gens qui crient « Nous voulons la liberté ». Ici, les gens disent « PCC, démissionne ». Et voici un autre clip de manifestants disant « PCC, démissionne, Xi Jinping, démissionne ». Et les protestations ne se sont pas limitées à la Chine. Des manifestants devant l'ambassade de Chine à Londres ont également appelé à la démission de Xi Jinping. Il y a également eu des protestations au Canada, aux États-Unis et en Australie. Et même quelques âmes courageuses à Hong Kong. Après des années d'isolement, les Chinois du monde entier ont enfin compris qu'ils n'étaient pas les seuls, que le Parti communiste chinois suscitait un mécontentement généralisé. Et ce sera le plus grand défi du PCC pour la nouvelle année. Voilà donc les principales histoires de la Chine en 2022. N'oubliez pas que si vous voulez en savoir plus sur l'une de ces histoires, j'ai inclus des liens dans la description ci-dessous. Et je voudrais terminer l'année en remerciant chacun d'entre vous d'avoir regardé et rendu possible la diffusion de Chine non censurée. Une fois encore, je suis Chris Chappell et je vous donne rendez-vous en 2023.